Voici les titres de cette édition. Le management de Total convoqué à l'Elysée pour tenter de déminer le conflit des raffineries. Le comité d'entreprise qui doit décider du sort du site de Dunkerque est avancé au 8 mars. Mais la grève est reconduite et pourrait s'étendre. Y a-t-il vraiment risque de pénurie d'essence? Le point à suivre. Les régionales, l'affaire Ali Soumaré envenime la campagne électorale. La tête de liste socialiste dans le Val d'Oise, accusée par l'UMP d'être un délinquant multirécidiviste. Le PS dénonce une vindicte contre ceux qui vivent dans les quartiers. Et toute la semaine, Public Sénat vous fera vivre la campagne en Île-de-France. Et puis Nicolas Sarkozy condamne sans appel l'exécution d'un des chefs du Hamas, le mouvement islamiste exécuté à Dubaï. Et exécution dans laquelle les services secrets sont mis en cause. Le chef de l'État a reçu tout à l'heure à l'Elysée le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le silence des raffineries, c'est ce que promet la CGT de Total, syndicat majoritaire, malgré la décision du groupe pétrolier d'avancer au 8 mars au lieu du 29 la réunion du comité d'entreprise où il doit présenter son projet pour l'avenir du site de Dunkerque. Le président de Total, Thierry Desmarais, a été reçu à l'Elysée. Déjà 6 jours de grève, 6 raffineries arrêtées, beaucoup de Français sur les routes à cause des vacances de février. Alors y a-t-il vraiment risque de pénurie et d'ici combien de temps? Tam Tranui. La France doit-elle craindre une pénurie de carburant? Les réponses divergent. Si les syndicats sont pessimistes, les pétroliers se veulent rassurants. Au 6e jour de grève, les industries pétrolières parlent ainsi de 7 à 10 jours de stock. Le problème, c'est que cette réserve peut fondre plus vite que prévu. Surtout si les automobilistes font des achats de précaution. Un comportement qu'encouragent les syndicats qui appellent les Français à faire le plein. Au contraire, Christian Estrosi tempère et appelle à un comportement responsable de la part des grévistes. Les raffineries de Total ne représentent que la moitié des capacités de raffinage de la France. Les procédures d'arrêt ont été enclenchées vendredi et n'ont réellement été effectives qu'à la fin du week-end. Le groupe a également assuré que le risque de pénurie était inexistant. Mais la situation n'est pas en train de s'améliorer. Cet après-midi, les grévistes de Dunkerque ont voté la reconduction de la grève. Et le mouvement s'étend. La CGT d'Esso a confirmé son appel à la grève dans les 2 raffineries du groupe en France pour demain. Voilà, et analyse tout à l'heure avec l'économiste Elie Cohen. Nous aurons également la réaction politique avec la porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Le climat social s'alourdit à 3 semaines des régionales avec d'abord la menace qui plane sur Heuliez. Ce matin, le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, a enterré le sauvetage de l'équipementier automobile par le groupe Bernard Krief, groupe incapable d'apporter les fonds qu'il avait promis. La Massif, l'assureur mutualiste de Niort, confirme avoir été sollicitée pour le remplacer, mais elle ne se prononcera qu'en fin de semaine. Alexandra Colino. Il devait être le sauveteur de Liège, mais ses promesses non tenues ont fini par lasser. Louis Petier, PDG du groupe BKC, devait verser 16 millions d'euros sur le compte de l'équipementier automobile avant le 15 janvier. Mais plus d'un mois après, toujours rien. Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, tire définitivement un trait sur l'investisseur. Non, je n'y crois plus. Et d'ailleurs, je n'y ai pas beaucoup cru. En 6 mois, les délais de paiement ont été reportés 2 fois. Chaque fois, l'investisseur promet de verser les fonds au plus vite, mais seulement un titre de créance a été déposé. Rien de concret donc. Mi-janvier, Louis Petier fait une énième promesse, celle de verser la somme le 15 mars. Mais le gouvernement n'attendra pas. Devant le fiasco, un plan B est déjà envisagé. J'ai déjà une négociation avec une demi-douzaine de repreneurs potentiels. Il faudra donc, dès lors que nous aurons la garantie qu'un repreneur potentiel peut se substituer à la prise de participation de M. Petier, que M. Petier se retire sans faire d'histoire. Hier, Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, où est installée Heuliez, a lancé quelques pistes quant à d'éventuels futurs actionnaires. Une très grande mutuelle de Niort doit entrer dans le capital. Je vous rappelle que la région Pays de Loire, dans laquelle travaillent plus de 30% des salariés de Liège, a décidé aussi d'entrer dans le capital. Une autre entreprise éco-industrielle de la région, dont je ne peux pas donner le nom aujourd'hui, entre également dans le capital. Cet après-midi, la Massif, l'un des 3 poids lourds de l'assurance installé à Niort, reconnaît avoir été contacté. Pour l'instant, le sauvetage de Liège est toujours en suspens. À Dreux, les salariés de Philips ont repris le travail tôt ce matin dans une ambiance de fête après le jugement qui a ordonné la reprise de la production dans cette usine de téléviseurs que le groupe avait brutalement fermée. Et puis notez demain le début de la grève des contrôleurs aériens prévu jusqu'à samedi. Un vol sur 2 annulé à Orly.
1 sur 4 à Roissy. Les contrôleurs protestent contre la création d'une structure européenne pour les chapeauter. Conférence de presse conjointe de Nicolas Sarkozy et de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, de passage aujourd'hui à l'Elysée. Le président de la République n'a pas repris l'idée de son ministre Bernard Kouchner de reconnaître un État palestinien avant même le règlement du conflit avec Israël. Et puis, sans mettre en cause l'État hébreu, il a aussi vivement condamné le meurtre d'un leader du Hamas le 20 janvier à Dubaï. On écoute Nicolas Sarkozy. Entretenu vendredi dernier avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats et je lui ai dit la condamnation sans appel de la France de ce qui n'est rien d'autre qu'un assassinat. Voilà, c'est clair, c'est simple et c'est précis. Maintenant, il y a une enquête qui est en cours. Attendons pour savoir, comme l'a dit le président, qui est derrière. Y a-t-il des commanditaires et qui sont-ils? Mais en l'état actuel des choses, que ce soit au ministère des Affaires étrangères Bernard Kouchner ou moi-même, c'est une condamnation sans appel. Ce genre d'événement ne peut qu'attiser les tensions et n'amène rien de positif. La France se donne-t-elle les moyens de ses ambitions pour défendre la culture française à l'étranger? Les Anglais ont leur British Council, les Allemands le Goethe Institute et la France, elle, n'a pas d'étendard culturel suffisamment identifié. Les sénateurs planchent donc cet après-midi sur la création d'une nouvelle agence qui devrait être baptisée Victor Hugo. Voilà, à suivre les invités de ce journal. On commence avec le décodage du dossier Total. Bonsoir Elie Cohen. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste des stratégies industrielles. Alors d'abord, sur Total, est-ce qu'il faut craindre la pénurie d'essence pour tous ceux qui sont sur les routes? S'il y a un mouvement social vigoureux, et ça a l'air d'être le cas, les réserves s'épuiseront très rapidement, en 1 ou 2 semaines. Et donc on peut avoir effectivement un blocage. Encore une fois, si le blocage chez Total est général et si il touche même les autres raffineries, puisque Total ne représente que la moitié de la capacité de raffinage en France. Vous savez, on ne peut pas tenir très longtemps face à un mouvement social fort, organisé et qui se diffuse sur l'ensemble du territoire. Mais puisque j'ai compris qu'on importait beaucoup de diesel parce que justement notre capacité de raffinage en France n'était pas adaptée à ça, j'imagine qu'on va pouvoir peut-être contourner ces blocages par des importations. C'est vrai, mais quand il y a un mouvement social déterminé, on ne s'attaque pas simplement aux raffineries, on s'attaque également aux lieux de stockage et de transit, et donc, encore une fois, un mouvement social organisé et déterminé peut effectivement aboutir à une paralysie de la distribution. Paralysie de la distribution, ça veut dire aussi, si c'est vraiment un conflit dur, paralysie économique du pays? Non, parce que aujourd'hui, le transport routier, certes, est très très dépendant de la distribution de pétrole raffiné. Enfin, un blocage de l'économie, vous savez, on est dans une économie qui, aux 2/3, est une économie de services. Donc on va se débrouiller. On va se débrouiller. Ouais. Donc, mais ça a un coût. Je veux dire, il ne faut pas croire qu'un blocage du réseau de raffinage et de distribution de pétrole peut ne pas avoir d'effet. Ça a nécessairement un effet. Alors justement, c'est un moyen de pression fort. Hein. Bon, il y a un aspect politique, on en reparlera. Mais que peut faire Total pour calmer le mouvement? Total, qui est quand même le groupe français le plus profitable, 8 milliards de bénéfices l'année dernière. Alors ça, c'est précisément la mauvaise manière d'attaquer le sujet. Il y a un vrai problème qui est le problème du raffinage en Europe. Il se trouve qu'il y a à la fois une surproduction dans la capacité de raffinage en Europe. Il y a beaucoup trop de raffineries pour la consommation d'essence en Europe. Il y a 15% de surcapacité au niveau européen, premier élément. Deuxième élément, il y a un effondrement, littéralement un effondrement des marges de raffinage. Les marges de raffinage ont d'abord été divisées par 10. Alors depuis, elles ont augmenté, mais au total, elles ont été divisées par plus de 3 ou 4 par rapport à ce qu'elles étaient il y a simplement 2 ou 3 ans. Pourquoi c'est pas rentable donc? Résultat, aujourd'hui, l'activité de raffinage n'est pas rentable. Tous ceux qui font du raffinage en France perdent de l'argent actuellement.
Peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment investi pour moderniser les... Non, il y a plusieurs phénomènes, si vous voulez. Premièrement, il y a une surcapacité, c'est-à-dire il y a trop de capacité de production par rapport à l'essence qui est consommée. Vous savez peut-être que la consommation d'essence a baissé de 8% au cours de l'année qui s'est écoulée. Donc, si vous voulez, il y a trop de capacité de production et donc insuffisante consommation. Premier élément. Deuxième élément, comme on avait sous-investi au cours de la période précédente, il y a eu de très très gros investissements qui ont été faits dans les pays producteurs de pétrole. La grande nouveauté, c'est que les pays producteurs de pétrole veulent garder la valeur pour eux. Donc ils raffinent eux-mêmes. Et donc après, ils vendent et ils distribuent de l'essence qu'ils ont déjà raffinée. Donc ils entrent directement en concurrence avec les vieilles raffineries européennes qui, du coup, ont des coûts de production relatifs beaucoup plus élevés. Certains datent des années 30. Voilà, exactement. Donc, vous avez une consommation qui est atone, vous avez une surcapacité de production, vous avez de nouveaux entrants sur le marché et vous avez une consommation qui faiblit. Et donc, résultat, Total, l'industrie du raffinage en France perd, je crois, à peu près 150 millions d'euros par mois. Alors c'est la mort à terme du raffinage en France ? Non, mais ça veut dire qu'il y aura en Europe plusieurs grandes unités de raffinage qui vont fermer. D'ailleurs, quand vous regardez au niveau mondial, vous constatez que les vieux pays avec de vieux outils de raffinage, comme par exemple le Japon, est en train de fermer des unités, l'Europe va devoir fermer des unités. Donc voilà, il y a simplement une phase d'ajustement. Alors je conçois très bien que pour les salariés, ça soit insupportable. Lorsque vous perdez votre travail, lorsque une région économique est en passe d'être désertifiée, je comprends très bien qu'il y ait de la révolte et qu'il y ait une organisation. Le raffinage d'aujourd'hui, c'est comme la sidérurgie d'hier. Il ne faut pas aller si loin parce que la sidérurgie, on a au total en 20 ans divisé par 10 les effectifs. La sidérurgie, retenez ça, avant la crise, 200 000 salariés, au terme de la crise, 20 000 salariés. Donc il n'y aura pas un phénomène aussi massif. Mais il y aura normalement, sauf si les autorités politiques s'y opposent en invoquant des motifs de sécurité nationale ou autre, mais disons que si on laisse faire la logique économique, il y aura bien une dizaine ou une quinzaine de grosses unités de raffinage qui fermeront en Europe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas laisser ces gens sur le carreau ? Vous me parliez d'intervention politique, on est à quelques semaines des régionales, il y a visiblement une volonté politique d'essayer de trouver des solutions. Si vous voulez, à mon avis, la meilleure action politique, c'est celle qui tient compte des réalités. Si vous voulez nier les réalités, on a l'impression en ce moment que le gouvernement, chaque fois qu'il y a une unité qui ferme quelque part, envoie son ministre de l'Industrie qui proteste, s'indigne, défend l'industrie sur le territoire national et puis finalement constate au bout d'un certain temps qu'il ne dispose pas de beaucoup de moyens d'intervention. Moi, je crois que dans une crise de ce type, il y a une obligation pour l'entreprise, c'est une obligation de reformation, de requalification, de recherche d'activités de substitution sur le territoire. Et là, c'est vrai qu'elle a les moyens. C'est plus facile pour Total que pour une PME qui licencie. Total a tout à fait les moyens de le faire. D'autre part, dans la mesure où c'est un grand groupe industriel, il y a toutes les possibilités de redéploiement au sein même du groupe. Donc ça, je crois que le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que non seulement l'entreprise applique toutes les lois, mais aille, dans le cas d'une entreprise, comme vous le disiez, aussi riche que Total, aille au-delà des obligations légales pour assurer le meilleur traitement à ses salariés. On va regarder ce que pensent nos internautes, ceux du Nouvel Observateur, associé, vous le savez, à Public Sénat, à qui nous avons posé la question du jour. Alors, est-ce que vous craignez une pénurie de carburant ? Oui, 35%, non, 58%. Il y a à peu près 600 votants et pour l'instant, les Français restent assez sereins, ce qui veut dire qu'il n'y aura peut-être pas de comportement de panique, ce qui facilite le fait justement qu'on évite ce phénomène de pénurie si tout le monde reste raisonnable et si on ne cherche pas à stocker de l'essence ou du fioul. On va retrouver notre invité pour aborder ce sujet et bien sûr les élections régionales, c'est Nathalie Arthaud. Donc avec nous également sur ce plateau, Nathalie Arthaud, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de Lutte ouvrière, vous-même tête de liste en région Rhône-Alpes. Votre réaction à ce mouvement de grève des raffineries et à la situation que décrivait il y a un instant Élie Cohen, c'est-à-dire d'une industrie qui doit s'adapter à une réalité qui est incontournable? Moi, je suis complètement solidaire de la lutte des travailleurs de Total et je pense que leur réflexe d'être solidaire de ceux qui étaient licenciés et menacés dans leur emploi dans le Nord est tout à fait sain. Et finalement, c'est un exemple. Il nous montre la voie. Dans une entreprise, lorsque une personne est licenciée aujourd'hui, lorsqu'un intérimaire, lorsqu'un CDD est mis à la porte, eh bien, il faudrait qu'on ait la même réaction solidaire, qu'on refuse. Parce qu'on sait que ça touche peut-être les autres aujourd'hui, mais demain, ça sera nous-mêmes qui serons concernés par les licenciements. Du mouvement, c'est ça qui vous satisfait aujourd'hui? Mais bien sûr, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, plus personne n'est protégé.
des licenciements. Et vous avez vu, même dans la fonction publique, maintenant, on peut être licencié. Et vous savez, dans un groupe comme Total, où on pouvait se dire que peut-être on n'était pas les plus mal lotis, dans le groupe effectivement le plus riche, le plus puissant, celui qui a dégagé le plus de bénéfices depuis déjà des années, et bien que finalement on était plutôt en bonne situation, et bien même là, vous voyez, Total, vous entendez, elle dit il n'y aura pas de licenciement, on va reclasser le personnel. Mais ça, vous savez, on le dit à chaque fois. On l'a dit pour Moulinex, on l'a dit pour toutes les entreprises. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi on en est aujourd'hui à 600 000 personnes qui arrivent en fin de droit? Parce que ces reclassements-là, c'est du pipeau. Ça, on supprime des emplois de partout. Où est-ce qu'on va les reclasser? Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, Monsieur Cohen, parce que non, ce n'est pas une fatalité économique, c'est simplement la loi du profit. Et la loi du profit, elle est inscrite dans aucun code de l'humanité, je suis désolée, mais l'activité de raffinage rapporte moins et moins rentable à Total. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tout de même, les 8 milliards au final, je crois que le raffinage est une activité indispensable. C'est un chaînon de toute cette chaîne. Eh bien, ça rapporte peut-être moins que les autres, certes, n'empêche qu'au final, les actionnaires, ils font 8 milliards. On peut financer des activités un peu moins rentables parce qu'il est davantage. C'est vrai, par exemple, on voit par exemple des éditeurs qui financent des livres à tout petit tirage par des best-sellers. On pourrait se dire, Total, c'est pareil. Ils font énormément de profit avec l'exploration-production. Ils peuvent garder une activité qui est un petit peu moins profitable. Deux remarques. La première, c'est que si vous répétez tout le temps que Total fait de très grands profits dans l'exploration-production, ceux qui sont les vrais détenteurs de la matière première risquent de s'en rendre compte au bout d'un certain temps et de considérer que la rente pétrolière, c'est eux qui veulent la conserver. Je vous signale d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ne le sait pas assez, moins de 5% des réserves pétrolières mondiales sont contrôlées par les majors. C'est-à-dire que 95% des réserves pétrolières sont contrôlées directement par les États. Et vous avez vu, par exemple, récemment, l'Irak a mis aux enchères des lots d'exploration-production de pétrole dans son pays. Et seule la Chine a été intéressée à acheter ces lots parce que les marges en exploration-production sont telles que, par exemple, Total n'a même pas voulu concourir. Ouais. Donc, la rente pétrolière, elle a vocation à rester chez les pays pétroliers. Premier élément. Deuxième élément. Quand vous faites du raffinage, si l'activité de raffinage n'est pas rentable, il n'y a aucune obligation à faire du raffinage. Vous pouvez rester dans votre métier de base, qui est l'exploration-production. Il est illusoire de croire qu'une activité qui n'est pas rentable peut rester de manière durable implantée sur le territoire national. Écoutez, on a l'impression que Total est en difficulté, que Total a des problèmes, etc. Mais alors, là, on marche sur la tête. Je suis désolée. Total, c'était 14 milliards l'année dernière. Aujourd'hui, c'est 8 milliards. Vous voyez, d'ores et déjà, les actionnaires vont être payés de la même façon. C'est-à-dire que les actionnaires, on ne les touche surtout pas. Donc non, les seuls sacrifiés dans cette histoire, c'est toujours les mêmes. C'est les salariés, c'est les consommateurs aussi, parce qu'on sait aussi que Total sait nous faire payer, sait spéculer aussi sur le pétrole et sait nous faire payer les augmentations brutales qu'on a connues il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez aller sur place pour soutenir les Écoutez, moi salariés. si les salariés me demandaient un soutien physique, bien sûr que j'irai, mais je leur apporte tout mon soutien, toute ma solidarité, et j'espère que effectivement ça fera tache d'huile, que les salariés des Sceaux aussi se mettront dans le mouvement et que ça donnera aussi envie à tous les autres qui sont aujourd'hui attaqués dans leur emploi, dans leurs conditions de vie, de se défendre, de rendre aussi les coups, parce que ça fait trop de temps qu'on se résigne. Allez, venons-en maintenant aux élections régionales. Merci à vous, Élie Cohen. La campagne, notamment en région Île-de-France. Les régionales avec d'abord l'affaire Ali Soumaré qui empoisonne la campagne en région parisienne depuis quelques jours. Cet ancien porte-parole des familles pendant les émeutes de Villiers-le-Bel en 2005 est aujourd'hui tête de liste dans le Val d'Oise et accusé par l'UMP d'être un délinquant multirécidiviste. Le Parti socialiste dénonce une campagne politique de la droite. Bérangère Dinglas. Chose promise, chose faite. Maître Mignard, l'avocat d'Ali Soumaré, a porté plainte aujourd'hui pour diffamation et violation du secret de l'instruction. Le candidat socialiste n'était lui-même pas au courant d'une condamnation datant d'ailleurs de quelques jours et en a fait appel. Du côté du Parti socialiste, on découvre les faits tout en soutenant le candidat. Il devrait d'être un excellent aujourd'hui candidat qui fait son boulot et je ne lui fais pas le reproche d'avoir pas informé, en tout cas de ne m'avoir pas informé moi. Voilà, c'est tout.
Il reconnaît que quand il avait 18 ans, il a fait des bêtises, d'ailleurs de grosses bêtises, pour lesquelles il a été condamné, il a exécuté sa peine. Cela étant dit aujourd'hui, voilà, nous nous disons qu'à nos yeux, on ne peut pas continuer à stigmatiser toutes celles et ceux qui vivent dans les quartiers. À droite, seul Chantal Joanneau, tête de liste UMP, s'est dit gêné par le climat de la campagne et dérangé par l'agressivité et les petites phrases. Axel Poniatowski, opposant direct du jeune candidat socialiste, s'étonne quant à lui du choix du Parti socialiste de laisser Ali Soumaré tête de liste. C'est un véritable problème eu regard à la diversité. Moi, j'ai des candidats de la diversité sur ma liste. Je pense que c'est un très mauvais service qui est rendu à la diversité en prenant l'un d'entre eux qui est un délinquant comme tête de liste d'un grand parti dans notre département. Ali Soumaré est resté silencieux et injoignable tout le week-end. À seulement 29 ans, il vit très mal d'après Benoît Hamon toutes ces attaques. Il devrait néanmoins s'exprimer dans la soirée. Nathalie Arthaud, est-ce que vous soutenez le Parti socialiste et son candidat dans cette affaire ? Écoutez, il nie un certain nombre d'accusations qui sont portées contre lui. Moi, j'ai plutôt tendance à lui faire crédit de ça. Et puis, vous savez, une de ces dernières, soi-disant, une des accusations, c'est rébellion à agent de la force publique. Écoutez, quand on voit la facilité avec laquelle on peut se retrouver... vous comme moi, demain en garde à vue, on l'a vu il y a quelques semaines, cette jeune fille de 14 ans, comment elle s'était retrouvée en garde à vue parce que simplement elle avait essayé de séparer des copines qui se battaient devant l'école. Écoutez, on a bien des raisons de se méfier. Et moi, ce que j'aurais envie de dire à tous ceux à droite là qui s'insurgent, c'est que ça les dérange pas d'être entourés par des anciens ministres, voire même par des anciens présidents de la République, qui ont eu maille à partir avec la justice, oui. Et qui, de mon point de vue, ont fait bien pire et sont bien plus responsables. 1%, c'est ce que accorde à vos listes le dernier sondage Paris Match, IFOP avec Public Sénat. L'extrême gauche est divisée dans ce scrutin. Est-ce que ce n'est pas tout de même le signe d'un échec de tout ce que vous prônez ? Écoutez, moi je ne sais pas combien on fera. Les sondages ne sont pas forcément tous de ce même à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est minoritaire aujourd'hui. C'est vrai, on est minoritaire. On va même dire ultra minoritaire. Si ça vous fait plaisir, on va le dire. Mais vous savez, ce qui est important, moi je crois, dans les circonstances actuelles, c'est de dire que y a un courant dans la société qui ne se résigne pas, qui en a marre de ce ronron électoral et qui pense que dans ces élections, il faut que ceux qui ont perdu leur boulot, ceux qui sont aujourd'hui au travail mais qui ont une épée de Damoclès sur leur tête ou ceux qui n'en vivent pas de leur travail, parce que on est des millions, il y a des millions aujourd'hui qui ne vivent pas de leurs heures de travail, qu'ils le disent, qu'ils disent leur colère, qu'ils disent que tout ça, ça suffit, que ça ne durera pas. Moi j'espère qu'ils seront nombreux à le dire avec nous, parce que les élections, ça sert à ça, à dire que il faut à un moment donné arrêter d'être toujours écrasé comme ça, la grande majorité de la population qui n'arrive pas à vivre correctement, alors qu'on voit les richesses dans la société à l'autre pôle. Donc on suivra bien sûr votre performance lors de ces élections régionales où vous-même vous êtes candidate, donc je le rappelle, en région Rhône-Alpes. Merci à vous Nathalie Arthaud. Tout au long de la semaine, on va se pencher sur les enjeux de la campagne en région parisienne avec une série de reportages. 12 listes en présence en Ile-de-France. Pour l'heure, le président sortant Jean-Paul Huchon part favori, mais il y a tout de même quelques bons compétiteurs. À droite, Valérie Pécresse, Ramayad, à l'extrême gauche, Olivier Besancenot. Le reportage de Marie Brémaud. L'ambiance est festive au meeting d'Europe Écologie, on danse pour la future victoire. La liste menée par la très médiatique Cécile Duflot veut surfer sur la dynamique enclenchée lors des élections européennes en juin dernier. Ils avaient recueilli plus de 27% des voix. En clair, les Verts y croient, malgré une campagne qui s'essouffle quelque peu. Il n'est plus question pour eux d'apparaître au second plan derrière leurs partenaires socialistes. Pour être plus utile aujourd'hui, pour répondre aux grands enjeux qui ont été évoqués par les différents intervenants, il faut être capable de prendre la place. Et ce n'est pas ni désagréable, ni agressif, ni pénible, à l'encontre de ceux qui, même s'ils ne sont pas de grosse foncée, doivent avoir les places parce que c'est comme ça de toute éternité, et puis point.
Les ambitions affichées par les écologistes, Jean-Paul Huchon regarde cela avec un certain détachement. On a vu des choses plus étonnantes. À 63 ans, le président sortant socialiste à la tête de l'Île-de-France depuis 12 ans maintient le cap. Très rassuré, peut-être trop par les sondages qui le donnent largement gagnant, il mène une campagne de terrain comme ici à la cité universitaire d'Antony. Fier de son bilan, il n'a qu'un seul adversaire, Valérie Pécresse. Les autres candidats à gauche sont bel et bien des partenaires. C'est des gens que je connais. Moi, j'ai travaillé avec eux pendant 12 ans. Je les connais, je sais où on va. Je sais aussi qu'on a, comme on dit, des réserves de voix. C'est-à-dire qu'on peut gagner. Parce qu'il y a une majorité de gauche dans cette région. Je serais content de ce que la gauche soit majoritaire. Après, je serais content de la rassembler parce que je crois que je sais le faire. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, notre candidate au régional. Sans réserve de voix, la candidate UMP tente de convaincre sur les marchés notamment. En terrain connu ce jour-là dans un bastion de la droite, le 17e arrondissement parisien, Valérie Pécresse doit jouer les équilibristes entre sa fonction ministérielle et sa candidature au régional. Et visiblement, il n'est pas évident de comprendre si c'est pour elle un avantage ou un handicap. Je crois que le bilan de mon action ministérielle, c'est la source de ma crédibilité. J'ai fait une réforme très difficile, qu'on n'avait jamais réussi à faire auparavant, qui est la réforme de l'université, et je l'ai faite en tenant mes engagements vis-à-vis de tous les acteurs de la communauté universitaire. Alors aujourd'hui, j'ai mon bilan ministériel, mais je dis aux électeurs, ne vous trompez pas d'élection. C'est une élection régionale. Une élection régionale, une première pour le candidat Alain Dolium, le candidat du MoDem, qui malgré un nom inconnu du grand public et des intentions de vote au plus bas, pratique de manière enjouée la méthode Coué. Quand on a une équipe aussi importante, avec de tels talents, qu'est-ce que l'on peut espérer ? Hormis, au premier tour, quelque chose qui paraîtrait inattendu pour un certain nombre d'observateurs, mais qui pour nous n'est pas ce n'est pas certain, bien sûr, mais c'est possible, en l'occurrence, d'être en très bonne posture à l'issue du premier tour pour pouvoir voguer vers autre chose au second tour. Pas de chance pour Valérie Pécresse, le grand patron du mouvement démocrate, François Bayrou, a annoncé ce week-end qu'aucun accord avec l'UMP n'était envisageable au second tour. Alors sur notre plateau, Marie Brémaud, bonsoir. Bonsoir. Vous avez arpenté pendant une semaine la région Île-de-France. On voit bien à travers votre reportage d'aujourd'hui que plus qu'un enjeu local, c'est bien un test national qui va se produire là-bas. Oui, plus que nulle part ailleurs. C'est un scrutin à dimension nationale parce que l'Île-de-France est la première région en termes de budget, 4,5 milliards d'euros pour 2010. Également en termes d'habitants, 12 millions de franciliens. C'est une vitrine pour le Parti socialiste. Depuis 12 ans aux manettes de la région, il tente d'expérimenter de nouvelles politiques et de les mettre en avant comme le fait Jean-Paul Huchon. Pas moins de 4 ministres se sont lancés dans la bataille. Valérie Pécresse, mais également 3 autres femmes. Ramayad, Chantal Joanneau, Nathalie Kosciusko-Morizet. On imagine bien que le président de la République regarde d'un œil attentif ses protégés, d'autant plus que dans les sondages, la liste UMP n'est créditée que de 42% des voix au second tour. Et puis il en tirerait éventuellement les conséquences en fonction du score des régionales. Le Grand Paris, c'était un thème avant la campagne. Et ce projet d'avenir pour la région parisienne semble assez absent là. Oui, ce projet ambitieux souhaité par Nicolas Sarkozy, porté par son secrétaire d'État Christian Blanc, est absent du débat alors qu'il est censé définir le visage de la région pour les 30 prochaines années en termes de transport, en termes d'architecture, en termes de politique économique. On n'en entend pas parler ou très peu, comme le fait remarquer Anne Hidalgo régulièrement. C'est sans doute parce que Valérie Pécresse ne souhaite pas que sa campagne soit entachée par les critiques faites au Grand Paris, car de nombreux élus locaux, mais également des associations de franciliens, ont émis des doutes sur ce projet. Projet qui juge un petit peu trop centralisateur parce qu'il redonne aussi du poids à l'État, il faut bien le dire. Merci en tout cas Marie Brémaud. On vous retrouvera demain votre deuxième reportage consacré cette fois à la politique du logement en Île-de-France, enjeu aussi de ces régionales. Voilà, c'est la fin de ce 18h. Dans un instant, le documentaire, le tunnel, le siège de Sarajevo en 93. Excellente soirée à tous. Sur Public Sénat, je vous invite à prendre le temps de la réflexion avec des personnalités du monde de la politique, de l'entreprise, de la culture, du sport. Nous évoquons avec eux, avec toutes ces personnalités, ce qui fait l'actualité.
Jean-Marie Colombani nous invite à prendre le temps de la réflexion. Vendredi à 22h30 sur Public Sénat. Parole du monde, c'est l'émission d'actualité internationale de Public Sénat. Des États-Unis à la Chine, en passant par l'Europe et l'Afrique, je vous propose un tour d'horizon des grands changements de notre planète. À travers des débats, des reportages, des interviews, Parole du monde vous donne les clés pour mieux comprendre ce qui se passe au-delà de nos frontières. Parole du monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 23h sur Public Sénat. DVD, c'est 99%. À 99%, croyez-le ou non, ce tunnel a sauvé la ville. Il aurait fallu le préserver comme un trésor pour qu'il puisse entrer dans l'histoire. Sarajevo, une ville symbole. 500 000 habitants de diverses religions et cultures y vivent en harmonie depuis longtemps. Début des années 90, les guerres ethniques déchirent la fédération yougoslave. Avril 92. L'armée serbe encercle Sarajevo, capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, qui vient de proclamer son indépendance. Upoznaj vojnike, bit će potres Sarajeva. Sa sve 4 strane sveta sam ja Sarajevo blokirao. Nemamo izlaska u Mišalovci.